Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Aujourd'hui, je me retrouve avec Marc, mais pas seulement. On a un invité très spécial que Marc va nous introduire sans tarder. Exactement, très très spécial. Notre invité d'aujourd'hui est juste incroyable. C'est le seul mot que j'ai trouvé pour te décrire. Tu as fondé ton entreprise Coca qui propose donc une nouvelle offre avec des prix cassés tous les jours à minuit. Puis à ce moment-là, tu étais encore employé dans une entreprise à Lausanne et tu disais à ton ancien prof de marketing que tu allais lui prouver qu'il pouvait réussir en faisant tout le contraire de ce qu'il t'avait appris. Et presque 15 ans plus tard, ton entreprise approche presque la centaine de millions de chiffres d'affaires, compte plus de 100 employés, tous super motivés à venir travailler tous les jours. Et Coca, c'est aussi des offres incroyables à contre-courant, comme par exemple des Tesla à moitié prix, un Picasso, etc. Et notre invité, donc Pascal Meyer et Coca, c'est aussi cette image disruptive, la fierté de faire les choses différemment et surtout de kiffer ce qu'on fait tous les jours. Et donc on a l'immense plaisir vraiment de t'accueillir sur le podcast et ça fait vraiment un bon nombre d'années qu'on suit un peu ce que tu fais et puis qu'on rêvait vraiment de t'interviewer. Donc bienvenue Pascal Meyer sur le podcast. Merci beaucoup, merci pour cette introduction qui est plus que élogieuse. Ouais, c'est totalement mérité. Et justement la première question une question cruciale qu'on voulait te demander en commençant, c'est est-ce que tu es au taquet quoi? Toujours au taquet, ça c'est sûr. Moi nous aussi. Donc oui, déjà pour la première question, en suivant tes aventures, on a vite vu que t'étais très authentique. Donc il n'y a pas de bullshit, c'était vrai, tu fais ce que tu penses. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont pas vraiment dans cette optique-là, qui sont un peu bullshit, etc. Et un peu un schéma qu'on pourrait appeler le bullshit commercial. Et est-ce que tu penses que cette authenticité que tu montres tout le temps, et aussi avec ton entreprise, ça joue un rôle important dans le monde du business, surtout en Suisse, par exemple? Est-ce que c'est un truc que les entrepreneurs et les entreprises devraient mettre en avant s'ils aimeraient avoir du succès? En tout cas, moi je suis un peu biaisé parce que c'est vraiment quelque chose que je cultive particulièrement et je suis convaincu que plus tu es transparent, plus tu es authentique, mieux ça va se passer et plus les gens vont aussi avoir confiance en toi. Et je pense que ça sert à rien de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important et je pense que de plus en plus les gens ont envie de revenir à des choses plus authentiques, plus terre à terre. Et puis tout ce qui est un peu superficiel, je pense que c'est plus forcément nécessaire aujourd'hui. Ouais, c'est fou parce que dans toutes les interviews qu'on a fait, puis toute l'étude qu'on a faite de l'entrepreneuriat et de la haute performance que maintenant, l'authenticité ressort tout le temps et on est toujours surpris. Et d'ailleurs, on a analysé un petit peu tout ce que tu faisais avec Coca ces dernières années. Et ce qui est fou, c'est que ça répond à tous les principes les plus, on va dire, avancés qu'on pourrait étudier aux États-Unis. Mais en Suisse, c'est des choses qui sont pas du tout mises en place. Et on se demandait comment ça t'est venu. Est-ce que c'est l'intuition de mettre en place des choses si novatrices et puis potentiellement performantes? Ou est-ce que tu avais peut-être entendu parler de ces concepts dans l'agence de com où tu travaillais? Ou comment ça s'est passé? Apprendre ces principes et les appliquer. Alors, pour moi, c'est quelque chose de plus instinctif, quelque chose de plus naturel, c'est une question d'éducation. Après, j'ai aussi beaucoup voyagé. C'est vrai que je trouve que sur cette partie-là, sur cette partie un petit peu plus directe, parfois les Américains sont assez bons. C'est d'autres choses pour lesquelles j'adhère pas du tout, mais et puis du coup de reprendre aussi en Suisse malgré tout, en tout cas dans mon canton d'origine qui est le Jura, les gens sont assez authentiques aussi. Et puis tu retrouves ça aussi chez Malaisanne, mais tu retrouves ça un peu partout in fine. Mais les gens ont peut-être des fois un peu plus de peine d'utiliser cette authenticité-là. Pourtant, c'est ce qui finalement plaire à ton interlocuteur. Ils préfèrent avoir quelqu'un qui est plus direct, qui est plus authentique, que d'avoir quelqu'un qui met trop les formes. Après, ça c'est ce que moi j'ai poussé. Je dis pas que ça a toujours été facile, parce que il y a des gens qui pensaient que c'était un rôle, il y a des gens qui, après c'est clair, les gens qui me côtoient au quotidien savent que il y a peu de différence entre Pascal Meyer chez lui à la maison, Pascal Meyer qui fait du hockey ou Pascal Meyer qui est au bureau. On est, je suis toujours pareil, quoi. Donc pour moi c'est une marque de fabrique qui est extrêmement importante. Justement, le fait de mettre en place comme ça des choses que les autres connaissent quasiment pas. En Suisse, il y a par exemple des principes comme se créer une sorte de tribu, une petite communauté, les caucasiens comme tu les appelles, et des engagés de façon authentique, faire des concours, des choses comme ça comme le Q-Challenge qu'on avait vu. C'est des trucs qui sont complètement novateurs. Et est-ce que comment t'as mis en place ces choses et comment, en fait, les critiques, etc., que tu recevais, comment tu passais outre
pour continuer à faire ces choses-là alors que tout le monde te disait que ça marcherait pas ou que... En fait, c'était une question de bon sens, si tu veux bien. Alors, bien sûr, je suis pas seul, hein, j'ai aussi une super équipe, et puis c'est pas moi qui réussit ou qui fait que Coca aujourd'hui est à ce niveau-là. C'est vraiment toute l'équipe, et c'est justement l'échange avec les différentes personnes de manière assez directe qui disent ah bah tiens on pourrait faire ça. Après, on n'a pas fait des plans machiavéliques en disant voilà faut qu'on fasse une stratégie comme ça. En fait, on est parti purement et simplement sur des concepts qui étaient simples, de se dire bah, nous qu'est-ce qui nous ferait marrer. Ça nous ferait marrer qu'il y a un défi où tu dois te prendre en photo avec le facteur de ton village et puis ci puis ça. C'est cool parce que c'est des éléments ou des personnes qu'on a autour de nous, qu'on peut croiser, c'est génial. Donc ça crée aussi un truc un peu fun. Toi, on est pas dans une société où tout est aseptisé, donc si on peut un petit peu débrider tout ça puis se marrer, bah, c'est cool. Puis ce qu'on a noté qui était hyper intéressant, c'est de voir qu'en fin de compte, bah, nos défis touchaient toutes sortes de personnes. Ça pouvait être un directeur dans un grand groupe, ça pouvait être un gars qui est en train de vivre sur un chantier, qui a reçu une notification, qui trouvait ça trop drôle, ça pouvait être, enfin, c'était vraiment, tout le monde était touché, quoi. Et ça nous a fait plaisir, c'était de nous dire, bah, comment on peut se marrer et faire marrer les autres, et puis faire des trucs qui sont des fois un petit peu hors des sentiers battus, mais qui font marrer, quoi. Ouais, c'est fou, c'est vraiment un principe relativement universel, comme tu dis, qui touche tout le monde. Et un autre principe universel, c'est le fait d'être remarquable. C'est justement de se différencier. Et puisqu'en Suisse, on disait juste avant qu'on avait peut-être plus de mal à faire des choses novatrices, bah, la marge de manœuvre elle est gigantesque. On peut vite être remarquable et donc remarquer et donc capitaliser sur cette opportunité. Et une des raisons pour lesquelles Coca est complètement remarquable, c'est par exemple vendre des Tesla à moitié prix. Et on a trouvé ça complètement génial. Et comment ça se passe logistiquement et techniquement pour qu'une entreprise comme Tesla, qui a quand même une notoriété mondiale, accepte de brader des véhicules comme ça? Alors, il y a différentes choses à noter, hein. On a toutes sortes de produits différents. Quand on fait des coups qui sont des coups buzz pour nos semaines anniversaires, on essaie de toujours être très créatif et toujours un peu fou. Dans le cas de Tesla, on n'a jamais communiqué sur des informations sur lesquelles on ne pouvait pas communiquer parce qu'on a signé ce qu'ils appellent des NDA. Donc, officiellement, aujourd'hui, on ne sait pas qui a vendu à Coca Tesla. Ce qu'on sait, ce qui a été, on va dire, perçu par notre voisinage ou par les gens qui sont fait livrer les véhicules, c'est qu'il y a eu plusieurs camions qui sont venus livrer à Coca des Tesla. Après, Coca les a vendus à moitié prix. Il y a des rumeurs qui disent ah peut-être qu'il y avait qu'une pièce, peut-être qu'il y avait deux pièces. Alors, ça nous fait rire parce qu'on connaît les dessous de l'affaire. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est quand même des choses qui sont assez subtiles sur lesquelles on a signé des clauses un petit peu particulières, mais qui nous font beaucoup rire parce que il y a toujours plein de suppositions et puis il y a toujours les gens très sceptiques et puis c'est très bien, il en faut. Et ça c'est le genre de truc qui nous fait bien marrer. Et comment ça se passe par exemple pour les autres produits comme les recherches de produits, etc. Est-ce que c'est maintenant les marques qui viennent vers vous pour vous offrir des trucs puis pour que ça leur fasse un peu de marketing, du buzz? Ou c'est vous qui allez vraiment chercher les différentes choses à des prix cassés ou... Alors on a plusieurs choses. On a des marques qui nous démarchent naturellement. Après, nous on fait toujours une sélection. Il y a des produits qu'on accepte, des produits qu'on n'accepte pas. C'est toujours les critères un peu. Les critères, c'est l'attractivité pour notre communauté. C'est dans du bon sens de dire attends, ça c'est un truc pourri, non, ça c'est hyper intéressant. Donc il y a tout un critère de sélection qui est fait par nos équipes par rapport à ça. Puis après, il y a toute une recherche de produits innovants. Puis après, il y a aussi un autre volet qui est aussi d'aider, pour nous c'est aussi un devoir d'aider les entrepreneurs locaux qui d'un coup viennent avec un nouveau produit ou ont déniché quelque chose de spécifique et puis ont besoin de visibilité. Si on peut les aider, on le fait avec plaisir. Super. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est mettre en avant des entrepreneurs, ou plutôt le monde entrepreneurial, c'est clair que tu as vu passer énormément de projets, puisque maintenant, quand on a fait nos recherches, tu es souvent invité pour des conférences, pour des événements dans tout ce qui est start-up. Est-ce que tu as dénoté peut-être un dénominateur commun entre les projets ou les entrepreneurs qui ont peut-être du succès, ou est-ce qu'il y a des principes derrière tout ça qui font que les gens réussissent et d'autres, ils ont plus de peine? Je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui croient le plus en leur projet. Et puis, c'est vraiment ceux qui mettent tous les moyens en œuvre et qui n'ont pas peur de bosser pour le faire. Moi, je suis convaincu que c'est pas en disant tiens, j'ai un projet puis on bosse en 2 heures par jour
dessus qu'on va y arriver. Et je pense que c'est hyper important d'y mettre toute l'énergie possible et imaginable. Moi, je bossais en parallèle, je faisais mon projet Coca encore à côté. Les gens autour de moi, mes potes, au départ, ils étaient complètement fous, quoi. Et puis, je dormais très peu, j'étais à fond là-dessus parce que j'y croyais vraiment. Et je pense que le travail est aussi extrêmement important. C'est pas juste d'avoir une idée, des idées, tout le monde en a. Mais c'est vraiment de mettre en application la chose et de travailler. Et c'est ça qui fait qu'il y aura plus de succès. Et c'est ceux qui travaillent le plus, qui vont mettre le plus d'énergie dans leur projet, qui, à mon avis, ont plus de grandes chances de succès. Et justement, par rapport à ce travail dur, tu parlais de ta team, l'équipe que tu as. Et à l'Uni, on apprend toujours des trucs un peu comment gérer son employés, créer une culture d'entreprise, etc. Mais la plupart du temps, ça nous paraît un peu complètement inutile ce qu'on apprend. Et quand on voit ton exemple de cette juste culture incroyable que tu as réussi à créer avec plus de 100 employés maintenant, apparemment, et tout le monde donne un peu son meilleur, tout le monde est motivé, peut-être pas tout le temps, mais tout le monde est motivé toujours de donner le meilleur pour Coca. Et comment tu fais tous les jours, ou comment tu as les structures que tu as mises en place pour faire en sorte que tu extrais le meilleur de chaque employé, de chaque personne qui travaille pour cette entreprise? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, donc ça donne aussi déjà le ton. Il y a aussi un grand échange entre tout le monde, donc les gens peuvent communiquer librement, peuvent venir avec des inputs. Donc les gens sont écoutés. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et quand tu écoutes les gens, tu leur donnes de l'importance, tu leur permets d'éclore, en fait, tu leur permets d'avancer. Si tu leur donnes un cahier des charges fixe, puis tu dis non, mais tu te cantonnes à ton cahier des charges, c'est beaucoup moins facile pour justement avoir cette communication, cet échange et autres. Et nous, ça a toujours été un parti pris de dire, voilà, nous, on veut que ce soit cool, que ce soit comme une grande famille, que ce soit qu'on puisse faire des barbecues, qu'on puisse quelqu'un ait une initiative X ou Y, qu'on puisse l'appuyer et puis plutôt la mettre en avant que la détruire. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous hyper important. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, vu qu'on est à l'HEC à Saint-Gall, il y a quand même toute une partie qui est un petit peu la course au CV parfait. Il y a un côté assez élitiste avec beaucoup de rendez-vous avec des consulting firms, des choses très élites comme ça. Et nous, on n'est pas super fan d'essayer d'avoir le CV parfait. On préfère peut-être plus ce qui est projet, plus ce qui est initiative. Et on avait vraiment envie de te poser la question, si tu devais recruter des gens, des jeunes plutôt par exemple, qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un? Alors, moi, c'est clair que je cherche quelqu'un qui a une certaine motivation, puis qui a une certaine créativité aussi. Toi, mais créativité, ça peut bien être quelqu'un qui serait dans la finance, donc qui peut être créatif, qui peut venir, qui peut bousculer les choses, qui peut remettre en question les choses. Il faut savoir que les premières personnes que j'ai engagées, moi, chez Coca, jamais j'ai vu un CV. C'était plus le dialogue avec la personne, voir la motivation de la personne. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les gens aussi à rythme d'épreuve. Il y a des gens que j'ai engagés, je leur ai dit, écoute, moi, je veux que tu fasses l'épreuve pendant 3 mois ou 6 mois, tu viens en stage. Et si t'es bon, après, on t'engage. Et puis, tu vois, ça, c'est un investissement de la personne. Si la personne est ultra motivée, elle va, et c'est ce que moi je ferais. C'est que moi, je devais chercher du boulot, je dirais, je viens 3 mois en étant payé comme un stagiaire ou pas payé pour vous montrer de quoi je suis capable. Puis, si je me rends suffisamment indispensable, c'est que vous avez besoin de moi. Alors, des fois, au départ, c'était la dure école parce qu'on démarrait, on était une start-up, etc. Maintenant, on pratique plus comme ça, mais on a besoin de gens motivés, on a besoin de gens qui, au départ, j'étais un peu plus dur parce que on n'avait pas les moyens, tout simplement. Puis quand une personne faisait 3 mois, puis qu'elle avait investi sur ces 3 mois son poste, puis qu'elle était engagée après chez Coca, après, bien sûr, très rapidement, on compensait le temps qu'elle avait passé parce que elle s'était investie dans la boîte. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que on veut des gens qui puissent s'investir et croire au projet et qui puissent apporter leur pierre à l'édifice. Ouais, c'est fou, on a vraiment constaté en fait cette force d'initiative dans plusieurs interviews ou plusieurs entreprises comme ça qui disent que c'est maintenant plus important d'avoir de l'initiative que d'avoir fait tout juste, d'avoir peut-être la bonne note au bon moment, mais plus d'avoir cet impulse en fait. Tout à fait. D'entreprendre, de bouger, de faire changer les choses, de questionner les choses, d'avoir, nous, quand on a des nouvelles personnes qui commencent, puis qui questionnent ce qui se passe, qui disent, ouais, ben là, je suis pas d'accord, pourquoi on ne peut pas faire ça comme ça? On écoute, on dit, ah ouais, bonne idée, il faut être, justement, à l'écoute des gens, c'est hyper important. Ça nous intéresse aussi de savoir, parce que maintenant, ça fait presque 15 ans que Coca existe et que tu es tous les jours là-dedans. Et quelle était en fait la vision que tu as avec l'entreprise? Comment tu verrais par exemple les 10 prochaines années maintenant, si c'était les 10 prochaines années idéales pour Coca ou pour ton entreprise, comment tu verrais? Alors moi je ne donnerai jamais une vision à 10 ans parce que pour moi aujourd'hui une vision elle peut difficilement surtout aujourd'hui en 2019 on travaille de manière agile avec des méthodologies Scrum, etc. Donc on travaille, notre vision en termes de projet elle est de 3 mois, elle est même pas une année. On dit pas ah ouais parce que ce qu'on a prévu de faire dans 6 mois c'est complètement obsolète dans 2 mois, tu vois. Donc on travaille vraiment sur des projets qui
sont sur une vision de 3 mois. Après, la vision, pour moi, je vais donner une vision générale sur ce que je pense. J'espère qu'on pourra continuer à développer notre aspect communautaire de manière très forte, d'être à l'écoute de cette communauté, de toujours, bien sûr, proposer des bons plans, etc. Mais pourquoi pas, aussi accompagner des marques qui veulent se lancer, des startups qui veulent se lancer encore plus. Et puis aujourd'hui, comme on a une communauté qui nous écoute et puis qui est hyper fidèle, pourquoi pas changer les choses avec cette communauté. Ça peut être au niveau environnemental, ça peut être au niveau de développement de produits, ça peut être au niveau sur plusieurs choses qui feraient que notre monde serait meilleur. De pouvoir finalement utiliser notre communauté, ceux qui le souhaitent, pour telle ou telle initiative ou tel projet, etc. Non, dans quelque chose de positif, hein, dans quelque chose de politique ou de manipulation, je sais pas quoi, c'est pas trop le fil de la maison. Ouais, c'est absolument incroyable, toute cette puissance de la communauté qu'on constate aussi quand on fait nos projets en digital marketing ou comme ça. On voit que les gens qui ont une audience, ça a souvent plus de poids que quoi que ce soit d'autre en fait, parce que les gens qui se mettent ensemble, au final, ils gagnent. C'est l'économie de l'attention. Hein. Si tu as l'attention, ensuite tu peux la faire pour... construire l'attention, c'est ce qui est difficile. Ensuite, une fois que tu l'as, tu peux la gérer, tu peux faire en sorte que l'attention t'amène des trucs positifs. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout la confiance. Tu vois. Moi, je veux pas trahir la confiance des Caucasiens. Et puis, quand on merde, je dis, ouais, vous avez raison, là, on a merdé. Et je trouve que c'est beaucoup plus fun d'être transparent, d'essayer d'être diplomate, puis de dire oui, mais non, machin, etc. Et des fois, je pense que c'est important de dire les choses. Puis les gens, là-bas, les gens aiment beaucoup cette transparence. Génial. Et puis, on a pris connaissance aussi de ton prochain projet avec le Q Center, où c'est le but de réunir un petit peu des gens qui ont le même état d'esprit pour travailler ensemble. Et on voulait justement te poser la question sur l'environnement. Est-ce que pour toi, c'est déterminant l'environnement dans lequel l'entrepreneur et l'entreprise ou la start-up évoluent? C'est clair que l'environnement, pour moi, il est hyper important, mais il est hyper important que ce soit en termes d'énergie, en termes d'écho, en termes de personnes qui entourent, en termes de... Enfin, il y a plusieurs aspects qui sont extrêmement importants, et c'est vrai que de créer ce Q-Center, en fin de compte, c'est aussi pour avoir justement un environnement qui permettrait, typiquement des étudiants qui peuvent venir de Saint-Gall, des PFL, peu importe d'où, de pouvoir venir dans un endroit où on n'est pas en train de les taxer, en disant ça beaucoup de temps, machin, etc., mais où ils peuvent être bien pour bosser, et puis où ils peuvent avoir un appui, puis où nous, on pourrait partager cet appui, de pouvoir conseiller, aider, et puis ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et on avait encore peut-être une des dernières questions, on va pas prendre trop de temps non plus. On voulait te demander si, c'est une vision assez dramatique, mais par exemple, si tout ce que tu avais fait jusqu'à maintenant, voilà, on l'oubliait, tout le monde l'oubliait. Que ferais-tu si par exemple demain tu devais commencer quelque chose de nouveau ou aller quelque part et puis tu n'avais rien du tout, tu commencerais par quoi ou tu te lancerais dans quoi? Il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent beaucoup, mais ce que je ferais, c'est que déjà j'analyserais un petit peu l'état du marché, quels sont les projets les plus, on va dire, les plus pertinents, mais après, quels sont les projets qui me parlent aussi le plus, tu vois, me dire, ok, est-ce que ce serait dans le monde du e-commerce, est-ce que ce serait dans le monde, peut-être de la fintech, est-ce que ça serait et puis, en fonction de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la partie service, tu vois, la partie, effet wow que tu peux avoir. Peut-être que demain, ce que je ferais, c'est que je remonterais une équipe pour peut-être enseigner à d'autres boîtes comment avoir un service qui soit juste au top, quoi. Comment mettre en valeur le temps que quelqu'un, un caucasien ou un client passe quand il t'écrit, même s'il n'est pas content. Et puis comment tu peux traduire ça de manière hyper positive et puis te dire voilà, maintenant je vais retourner la personne et lui montrer que on est suffisamment à l'écoute et suffisamment bon pour aller dans son sens et puis trouver une solution. Puis de coacher un peu les entreprises dans cette démarche-là, ça serait quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Mais j'ai plein d'autres projets si demain je devais tout oublier. Ouais, clairement, c'est fort d'avoir créé quelque chose et ensuite tu peux l'utiliser comme base pour en faire du service, etc. Parce que c'est clair qu'en Suisse, on n'a rien eu de choses comme ça. Donc c'est toujours un capital intéressant parce que c'est simplement de la connaissance. Et puis ça, c'est super intéressant. Et puis peut-être avant qu'on puisse clore ce chapitre, on voulait te demander un petit peu quel est l'impact, toi, en tant que personne, que tu aimerais bien avoir en Suisse ou peut-être à plus grande échelle. Personnellement, l'impact que j'aimerais avoir, c'est simplement peut-être des fois un petit peu débrider les gens et puis
les pousser à entreprendre un peu plus, tu vois. Et puis de donner de la confiance en fait aux gens qui sont autour de nous, parce qu'il y a plein de gens qui ont des super idées, etc., mais qui n'ont pas la confiance pour les réaliser. Et puis ce que j'aimerais bien, c'est que, alors, bien sûr j'aime bien que les gens, quand je donne des présentations ou autres, se marrent, mais j'aime bien aussi qu'ils retiennent derrière quelque chose qui leur dise, mais écoute, s'il y a un blaireau comme Pascal Meyer qui réussit à le faire, toi tu dois aussi être capable de le faire, donc vas-y, lance-toi, quoi. Et ça c'est le truc que j'aimerais bien que les gens retiennent. Absolument génial. Génial. Sinon, oui, une des dernières questions qu'on pose tout le temps, c'est par exemple où est-ce que les gens peuvent te trouver, où est-ce que tu aimerais que les gens te trouvent, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par ton parcours, ou bon, déjà il y aura coca.ch, si les gens qui nous écoutent ne le connaissent pas encore, mais personnellement, où est-ce que tu aimerais qu'ils te connectent avec toi ou... Bon, alors moi je suis toujours hyper accessible, les gens peuvent m'écrire par mail à pascal.coca.ch, mrcoca.ch. Après, il y a aussi LinkedIn où j'ai pas mal de gens qui me contactent sur LinkedIn, donc où ils peuvent m'appeler au bureau puis demander à parler à Pascal. J'ai jamais été inaccessible. Si je suis pas là, je suis pas là, mais par mail, je réponds en principe tout le temps. LinkedIn un peu moins parce que je suis moins fan du réseau, mais je suis quand même là. Ok, génial. Je vais en mettre tous les liens en description de toute façon. Comme toujours. Et donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous tous ces partages. Je pense que c'était très très dense et très très intéressant. Ça vaut la peine de prendre des notes. Et du coup, nous, on se laisse là.